Bienvenue dans l'œil au clébard, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec Dome Pharma, laboratoire vétérinaire engagé depuis plus de 40 ans en ophtalmologie vétérinaire. Un grand merci à eux pour leur soutien et la totale liberté sur le contenu proposé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la saison 2 de l'œil au clébard et j'ai le grand plaisir de retrouver Olivier Thomas, qui est vétérinaire ophtalmo à La Réunion. Bonsoir Olivier. Bonsoir Bertrand. Alors cette année, c'est le podcast, il est sur un thème des voyages outre-Atlantique des vétérinaires francophones ou français qui sont expatriés. Alors toi, tu es resté en France, mais pas en France métropolitaine. Tu travailles à la clinique du front de mer à Saint-Paul et tu exerces là-bas quasiment depuis toujours presque en fait. Ça fait plus de 15 ans que tu as gagné la Réunion. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé en particulier de faire de l'ophtalmologie ? Alors pour plusieurs choses. La première chose, ça a d'abord été une chose humaine. J'ai découvert l'ophtalmologie à l'école de Toulouse et les enseignants, le contact humain de cette partie-là en ophtalmologie, il m'a vraiment fait adorer ce domaine vétérinaire que je connaissais pas vraiment trop auparavant. Et donc là, ça m'a mis un premier pied dedans. Le deuxième pied, ça a été par la beauté de tout ce qui est ophtalmologie. Et c'est vraiment que c'est un métier que j'adore parce qu'on admire. C'est pour moi de l'art, de regarder, de pouvoir travailler tous les yeux. Et puis la troisième chose, c'est par la suite, c'est la spécificité, la dextérité et toute l'évolution qu'on a encore et comme chemin qu'on a de travail à faire en comparaison à l'ophtalmologie humaine encore et qui nous pousse à encore pouvoir évoluer et aller de plus en plus vers l'avant dans toute cette partie-là. Et donc, c'est un domaine qui reste passionnant jour après jour. Et pourquoi La Réunion en particulier ? La Réunion, c'est une grande question. Personnellement, je ne connaissais pas La Réunion, finalement, avant d'y aller, ou très peu. Mais ma compagne était réunionnaise à l'époque. Elle avait envie de rentrer à La Réunion. Et donc, du coup, en fait, je l'ai accompagnée. J'ai fait mon voyage à La Réunion avec elle. Et j'y suis resté depuis. Et j'aurais du mal à retourner en métropole. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi ? Je crois que ça doit être vos yeux. Aujourd'hui, on va parler de l'œil et surtout l'œil quand il n'est plus transparent. Alors ce soir, on va parler à des propriétaires, mais aussi à des vétérinaires. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, un œil, et particulièrement la cornée, peuvent devenir non transparents ou moins transparents ? Alors, il y a quand même beaucoup de raisons qui peuvent expliquer la perte de transparence de la cornée, mais en général, quand on a une perte de transparence qui apparaît d'un seul coup, c'est plutôt lié au fait qu'il y a un liquide, l'eau, qui entoure la cornée. La cornée baigne dans un film lacrymal qui est devant, dans de l'eau qui est à l'intérieur. Et si l'eau arrive à s'infiltrer et n'arrive pas à ressortir de cette cornée, d'un coup, la cornée devient bleue. Et c'est pour moi la chose la plus visible, le plus rapidement possible dans une cornée qui devient trouble parce que cette eau rentre et désorganise. Parce que de base, une cornée, c'est complètement limpide, complètement transparent. À quoi c'est dû cette transparence de la cornée ? Exact, la cornée, c'est vraiment un milieu très spécifique. Et la transparence de la cornée est liée à plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est l'organisation tridimensionnelle de cette cornée, avec un alignement des cellules et des fibres de petit diamètre. Mais c'est aussi un tissu sur lequel il n'y a pas de vascularisation, donc pas de vaisseau sanguin, pas de rougeur liée au vaisseau sanguin, pas de pigmentation, donc pas de noir lié à cette pigmentation. En surface, une cornée baigne dans l'eau du film lacrymal, et donc on n'a pas aussi d'épithélium qui est kératinisé, qui fait cette petite croûte qu'on peut avoir sur d'autres tissus qu'on ne retrouve pas ici. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une couche très profonde qu'on appelle l'endothélium, qui fait office de pompe et qui évite que l'eau rentre, en tout cas fait sortir l'eau de cette cornée si elle arrive à rentrer, pour que la cornée ne soit pas désorganisée par cette eau qui veut spontanément rentrer à l'intérieur. Donc c'est toute cette organisation et cette absence de vaisseaux sanguins notamment qui participent à la transparence de la cornée. Donc une cornée en permanence, elle est desséchée par les couches qui sont superposées en surface et en profondeur, c'est ça ? Elle est surtout par la partie profonde, en effet. Et pour les propriétaires qui nous écoutent, s'il n'y a pas de douleur associée, c'est-à-dire que l'animal n'a pas spécialement tendance à avoir un blépharospasme, donc fermeture un contrôlé de l'œil, et qu'il y a quand même une perte de transparence de la cornée, est-ce qu'il faut qu'il s'inquiète rapidement ? Est-ce qu'il faut consulter rapidement un vétérinaire ? J'ai envie de répondre non, Bertrand, mais c'est là tout le piège en fait de la cornée, c'est que malheureusement,
malheureusement, en fait, c'est pas toujours douloureux, la perte de transparence, et donc il faut pas forcément attendre qu'il y ait la douleur qui se manifeste avec ce blépharospasme pour qu'on s'alarme du fait qu'il y ait une perte de transparence. Certaines affections ne sont pas douloureuses parce que certains chiens ne sont finalement pas très douloureux au niveau de la cornée, notamment si je pense aux chiens avec les nez écrasés, les brachycéphales. On sait très bien qu'eux, ils sont moins sensibles au niveau de la cornée. Et j'ai même envie de dire qu'on guérit bien que si l'organisme sait qu'il y a une liaison, donc une lésion, et donc si l'organisme sait qu'il y a une douleur qui est associée à tout ça. Et donc, c'est des chiens qui non seulement vont pas manifester leur douleur, mais finalement vont encore plus avoir du mal à guérir derrière, et donc des affections cornées qui me paraissent en tout cas beaucoup plus profondes et plus importantes. On a aussi une différence au niveau de la cornée qui fait que la cornée en surface peut être très sensible, mais beaucoup moins en profondeur. L'exemple typique, c'est le petit grain de sable qu'on peut tous avoir dans l'œil qui est très douloureux. Mais par contre, si cette affection s'aggrave, la douleur peut aussi passer. Et malgré tout, c'est beaucoup plus grave que ça ne pouvait l'être auparavant. Et est-ce que c'est facile pour le propriétaire, est-ce que c'est toujours facile pour le propriétaire d'évaluer une perte de transparence de l'œil de son animal et surtout les conséquences qui vont se présenter? Eh bien non, en fait, là, tout pareil, c'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est vraiment facile. Si l'œil devient bleu, c'est facile de voir que l'œil a changé de couleur subitement ou quoi que ce soit. Mais il y a par contre des modifications qui sont plus lentes à se mettre en place. Je parle de la pigmentation notamment. La pigmentation qui est donc une coloration noire qui apparaît sur la cornée, et cette coloration noire peut finalement se confondre avec la couleur de l'iris et faire qu'avec le temps, on ne s'aperçoit pas qu'il y a ce noir qui apparaît. Donc il faut regarder les yeux régulièrement, pouvoir constater cette évolution et savoir qu'attention, les yeux, c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que ça peut aussi vite dégénérer, ou en tout cas être à un état où nous on le voit, et cet état est déjà trop tardif pour qu'on puisse récupérer quelque chose de parfait par la suite. Ouais, et aussi peut-être un message à donner aux vétérinaires généralistes qui nous écoutent, c'est d'être attentif lors des consultations annuelles et effectivement de ne pas hésiter à utiliser des systèmes de grossissement. Qu'est-ce que toi tu conseilles comme appareil pour aller regarder une cornée de plus près quand on n'a pas une lampe à fendre, quand on n'a pas du matériel spécialisé? Je dirais qu'au niveau matériel, la première chose pour moi à avoir, c'est ce qu'on appelle un transilluminateur de Finoff. Donc juste déjà une petite pointe lumineuse, mais qui permet pour moi d'observer énormément de choses avec ça, et sur lequel l'éclairage qui est très focalisé nous permet d'avoir une observation bien plus précise que ce qu'on peut avoir avec les lumières traditionnelles extérieures. Voilà. Et ça, c'est un investissement qui permet d'avoir un gain de diagnostic et donc d'efficacité avec ce petit matériel. Clairement. Et après, moi, ce que je recommande aussi souvent, c'est de pas hésiter à prendre des photos, ou même plutôt, je parle aux confrères de vidéos, en activant la lampe arrière en fait de son smartphone, en zoomant. On a des smartphones qui arrivent à faire des zooms assez impressionnants maintenant, et de capturer justement ces images de pigmentation, d'œdème, etc., pour soit en parler à des confrères qui auraient des compétences en ophtalmologie, soit même pour archiver et faire des suivis en fait de ces cas. Je pense que c'est hyper important en fait à réaliser. C'est pas pour les petits chiens là-dedans et t'es fixe. Attends-nous ici. Si t'es sage, t'auras un pélos. Donc une fois que le vétérinaire généraliste a constaté qu'il y avait une perte de transparence sur une cornée, qui t'en parle ou qui t'en parle pas, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux initier un traitement directement, ou est-ce qu'il vaut mieux rapidement songer à référer vers un confrère en fait spécialisé en ophtalmologie qui va permettre d'effectuer un diagnostic peut-être plus précis, avec des mesures plus précises, avec des appareils à sa disposition? Alors, pour mon expérience personnelle, je pense que le mieux est de référer le plus rapidement pour quelqu'un qui est un peu plus spécialiste dans ce domaine. Non seulement pour le matériel et du coup la visibilité qu'on peut avoir sur l'œil, nous, avec nos matériels spécifiques, mais aussi pour l'expérience qui nous permet de mieux traiter et d'être à même à gérer au mieux ces cas-là. Parce qu'un œil, finalement, ça peut évoluer très vite, ou en tout cas être observé, mis sous traitement trop tardivement pour qu'on puisse revenir en arrière. Et plus on intervient tôt, mieux ce sera pour les yeux de nos animaux de compagnie. J'ai souvent tendance à dire qu'il faut traiter les animaux comme on nous traite nous, aussi humains. Et c'est vrai que quand on a, nous, un problème ophtalmologique nous-mêmes, on a tendance à aller voir un ophtalmo plutôt qu'aller voir un médecin généraliste. Et je pense que c'est un peu la même chose pour l'œil, dans le sens où pour l'œil aussi, l'œil de nos animaux de compagnie, un ophtalmologiste vétérinaire est plus à même de mieux traiter ces yeux-là qu'un généraliste, ou en tout cas de mieux savoir où aller par la suite. Et donner le maximum de chance pour l'animal au final. Le nouveau Le Chat Machine, c'est rien que du naturel.
On parlait tout à l'heure d'œdème cornéen, donc dans quel cas de figure on va faire un petit peu le détail de tous les causes en fait, qui vont amener à des pertes ou des modifications de la transparence de la cornée. Dans le cadre de l'œdème cornéen, quelles sont les causes, qui peuvent expliquer cet œdème? On va avoir plusieurs causes de l'œdème cornéen, mais la cause principale, c'est l'érosion ou l'ulcération, donc la perte d'une partie de la cornée superficielle dans lequel finalement les larmes arrivent après à rentrer dans la cornée. L'eau rentre et fait cet œdème et cette couleur bleue de la cornée. Donc ça, c'est la première cause et la cause la plus fréquente. La seconde cause qu'on peut avoir, pour moi, c'est lié à un dysfonctionnement de l'endothélium, de la petite pompe qu'on a du coup à la partie très profonde de la cornée. Cette pompe nous permet normalement de relarguer l'eau qui arrive à rentrer, la remettre à l'intérieur de l'œil. Et si cette pompe dysfonctionne, l'eau arrive à rentrer, elle ne ressort plus. Et du coup, on a dans ce cas-là une perte de la transparence avec cet œdème de cornée qui apparaît. Donc, on peut avoir différentes affections, que ce soit les ulcères de cornée, les traumas de cornée. Et puis, on a aussi des affections de type glaucome notamment, qui vont entraîner une surpression et un dysfonctionnement de cet endothélium, donc cette pompe au niveau de la cornée. Et lorsque tu vas avoir une perturbation de ton endothélium, donc dès qu'il y aura une irritation, une inflammation endoculaire, ça va mener à un œdème systématiquement, et cet œdème, il va être permanent, ou est-ce qu'il peut y avoir une résolution de cet œdème? Non, on peut avoir une résolution de l'œdème qui se passe, mais la résolution, elle intervient plutôt sur des jeunes animaux sur lesquels en fait les cellules sont encore bien fonctionnelles et peuvent et récupérer un certain fonctionnement. Mais c'est sûr que la durée, le temps et l'âge de l'animal aussi, donc la durée de l'affection et l'âge de l'animal sont deux facteurs qui vont malheureusement être défavorisants dans cette évolution et sur lesquels finalement on peut avoir quelque chose qui devient définitif à terme. Et malgré tous les traitements, tous les efforts qu'on pourra faire, on ne pourra pas revenir en arrière sur ces séquelles de cornée, donc de perte de transparence. Et c'est pour ça que malheureusement, il faut intervenir assez rapidement. Il faut que tu aies confiance en moi. Quoi? Non, attends, il fait quoi avec ses yeux? Oh, ils grossissent! Tu nous parlais tout à l'heure qu'une cornée, c'est quelque chose d'avasculaire, où il n'y a pas de vaisseau sanguin. Quelles sont les causes inflammatoires qui peuvent occasionner des perturbations, des modifications de la transparence de la cornée? Alors les causes sont nombreuses. Les causes peuvent être notamment irritatives. On peut avoir tous les frottements pilaires, donc les cils qui sont mal implantés ou qui poussent dans des mauvaises directions, qui viennent frotter sur les cornées. On peut avoir sur les paupières des enroulements de paupières particuliers, que ce soit sur le côté latéral des paupières ou même en interne, et dans ce cas-là, plutôt au niveau du canthus médial, un frottement qui peut être même très marqué sur certains chiens, et l'irritation chronique finit par entraîner une inflammation, et du coup cette vascularisation qui se met en place. On a aussi des causes inflammatoires un peu plus aiguës, notamment si on a des traumas, si on a des ulcères qui se manifestent au niveau de la cornée. Un des mécanismes de cicatrisation vient aussi par l'apparition de cette vascularisation qui peut être un point positif pour nous aider à faire cicatriser les cornées, mais avec une certaine limite qu'il faut réussir du coup à maîtriser par la suite et pas laisser cette vascularisation continuer à prendre de l'ampleur. Il y a aussi des cas où on peut avoir une vascularisation qui se met en place suite à des affections, encore une fois, intraoculaires, notamment si on a des glaucomes ou des choses comme ça, ou en tout cas qui fait souffrir des affections qui vont souffrir la cornée et sur lesquelles elle-même finit par avoir cette vascularisation qui se met en place. Mais finalement, elle est secondaire à une affection qui est bien plus profonde au niveau de l'œil. Et tu nous parlais de la vascularisation qui peut être embêtante, surtout quand elle est trop marquée, mal maîtrisée. Est-ce que dans certaines races, comme les bulldogs et tous les museaux courts, est-ce que ça peut se compliquer d'autres troubles de la transparence? Oui, en effet, en fait, la vascularisation peut être finalement des prémices de la suite des séquelles qu'on peut avoir par la suite, et notamment une pigmentation qui intervient, qui se manifeste par j'ai tendance à dire, moi, qu'on a comme une carapace noire qui apparaît sur la cornée. Cette carapace, finalement, elle est liée à l'irritation chronique, à tout ce qui peut venir irriter cette cornée. Et c'est comme si l'œil faisait une grosse carapace pour essayer de se protéger de cette irritation. Mais finalement, en fait, cette irritation, cette pigmentation est contre-productive puisqu'elle va en fait engendrer une perte de vision par cette pigmentation. Et donc, finalement, surveiller la vascularisation et donc les vaisseaux sanguins qui apparaissent sur la cornée, souvent, c'est aussi se dire attention, la pigmentation peut arriver derrière et il faut prévenir l'inflammation pour éviter que cette carapace et donc cette perte de vision soit engendrée par la suite. Et la pigmentation, elle est uniquement chez le chien? Non, on peut la rencontrer aussi chez d'autres animaux, on peut la voir un petit peu chez les chats, mais on l'aura en quantité et en qualité bien moindre, souvent chez les autres espèces que chez les chiens. Dis,
Et donc toi, Olivier, lorsque tu fais un examen d'un œil où tu n'arrives pas à voir, ce qui se passe à l'intérieur, tu as des troubles de transparence cornéenne, quels sont les examens complémentaires que tu vas pouvoir réaliser pour explorer ce qui se passe en dessous et expliquer le phénomène? Alors en fait, moi souvent j'ai 2 examens que j'aime bien faire quand j'ai une perte de transparence. Le premier, c'est ce qu'on appelle, le dazzle reflex ou le réflexe à l'éblouissement lumineux. Éclairer fortement un œil. Normalement, si tout le fonctionnement de l'œil global est respecté, l'animal est ébloui et il ferme ses paupières à cause de l'éblouissement. Et ça, c'est un signe que grosso modo, le fonctionnement global est respecté dans cet œil et qu'on a un œil qu'on peut traiter, qui pourrait avoir une bonne évolution par la suite. Et c'est pour moi un point important. Le deuxième point après, c'est de comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de l'œil. Et là, on intervient avec un examen complémentaire qui est l'échographie. On peut faire une échographie sur un œil comme on fait une échographie abdominale ou des tendons ou autre chose. Et du coup, l'échographie nous permet de nous renseigner sur les structures intraoculaires, les structures qui sont derrière la cornée ou voire même dans la cornée pour mieux comprendre l'affection et pouvoir ensuite affiner le traitement par la suite. Une fois que tu as diagnostiqué ton problème, est-ce qu'on peut redonner finalement de la transparence à une cornée qui est déjà abîmée, on va dire? Est-ce que tu as des traitements locaux ou des interventions chirurgicales qui vont permettre de redonner de la transparence à cette cornée? Il existe plein de traitements qui sont possibles pour essayer de retrouver la transparence de la cornée. Le but est de trouver le bon traitement qui correspond à la bonne affection, au bon propriétaire qui pourra faire les soins ou non et du bon animal. Et c'est là aussi un peu tout le dilemme de notre métier. Mais oui, en soi, on peut avoir des traitements médicaux si le défaut est lié à un manque de larmes ou un manque de qualité, un défaut qualitatif des larmes. On peut compenser cela soit par des, des traitements locaux colières, notamment, je pense à l'acide hyaluronique qu'on peut instiller régulièrement. Je peux penser aussi à la cyclosporine qui nous permet de lutter un peu contre la pigmentation. On peut lutter contre l'inflammation s'il y a besoin de lutter contre l'inflammation. Et puis, on peut avoir besoin de passer à des traitements chirurgicaux, notamment si on a des ulcères profonds et qui nécessitent une prise en charge chirurgicale pour que l'ulcère puisse bien cicatriser. Il ne faut pas hésiter à passer en chirurgie avant que ça dérape et qu'on ait quelque chose qui se dégrave par la suite ou qui devienne définitif. Ou alors simplement des traitements qui nous permettent aussi, en cas de dysfonctionnement de la pompe dont on parlait, donc l'endothélium, des traitements qui permettent de compenser un peu le fonctionnement de cette pompe, notamment avec une technique chirurgicale qui s'appelle plutôt la letterbox, où on va essayer, si possible, de faire des greffes conjonctivales sur la cornée pour aspirer l'eau qui rentre dans la cornée tout en laissant une partie de la cornée qui reste transparente par la suite. Il existe aussi différentes techniques pour compenser les manques de larmes, notamment sur lesquelles une technique qui est assez ancienne, mais qui reste pour moi au goût du jour, c'est la transposition du canal de Sténon, qui permet dans certains cas réfractaires au traitement médical d'avoir une lubrification de la cornée. Alors bien sûr, on n'apporte pas des larmes, mais finalement, on va apporter de la salive qui va être sécrétée par l'animal, qui sera directement mis au contact de la cornée. Mais entre avoir aucun traitement ou un traitement qui est complètement inefficace et avoir un traitement qui permet de lubrifier à minimum l'œil, je pense que c'est un des meilleurs traitements qu'on puisse avoir dans ces cas. Avec la particularité d'être assez rigolote, c'est qu'à chaque fois que le chien va manger, en fait, il va pleurer. Ça, c'est quelque chose, je préviens les gens parce qu'à l'avance, sinon ils peuvent être malheureusement surpris. On a parlé du thérapeutique. Est-ce qu'en préventif, il y a des affections comme des kératites pigmentaires, je pense au carlin par exemple. Est-ce que toi, tu préconises précocement sur des jeunes animaux de réaliser des chirurgies préventives pour éviter la propagation de cette pigmentation? Par expérience, encore une fois, moi je t'avouerai que je suis un grand fan de la prévention des affections parce que justement, quand on arrive tard, c'est souvent très compliqué de revenir en arrière. Et je pense qu'en effet, la prévention passe beaucoup par chercher tous les signes irritatifs au niveau de la cornée. Et notamment, donc, ces jeunes chiens, notamment les carlins et les bulldogs, sur lesquels on a des cils qui viennent frotter sur les yeux, ou alors des paupières qui sont trop grandes et sur lesquelles la fermeture des paupières est très difficile. Dans leur cas, ils ont tendance à même à dormir les yeux ouverts. Et par la suite, cette souffrance cornéenne entraîne une vascularisation, une pigmentation et des choses qui sont réfractaires plus ou moins au traitement. La prévention est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour eux. Et en effet, je suis assez interventionniste, malheureusement pour les animaux sur le moment, mais plutôt pour leur bien par la suite, et notamment en corrigeant les paupières, en adaptant la longueur des paupières, en retirant les cils, en reformant le bord des paupières pour limiter le maximum l'irritation au niveau de la cornée. Ce sont des choses qui sont vraiment efficaces et sur lesquelles il ne faut pas se priver pour un pas. Et à quel moment, en fait, tu vas le proposer? Est-ce que dès que tu vois de la pigmentation, tu conseilles au vétérinaire de référer le cas pour qu'il soit opéré, même si c'est un carlin de 6 mois qui commence à avoir une pigmentation du canthus médial? Oui.
Oui, et là, c'est un oui sans hésitation. Pour moi, plus tôt on intervient, mieux c'est pour faire quelque chose au niveau des yeux et protéger les yeux avant que ce soit trop tard et que ça puisse être définitif par la suite. Donc, ou en tout cas, s'il n'y a pas un traitement chirurgical qui est mis en place à ce moment-là, au moins un premier traitement médical pour lubrifier, soulager un peu les yeux, limiter l'évolution en attendant qu'on puisse au moins faire mieux par un traitement chirurgical. Je ne dis pas que le traitement chirurgical va forcément tout solutionner. Il est possible que de toute façon l'affection ait déjà commencé et c'est compliqué de revenir à un point zéro où tout va très bien, en effet. Mais forcément, si on laisse de l'irritation, si on laisse plein de mauvaises choses au niveau de la cornée, on a beau mettre des traitements médicaux, c'est quand même difficile de revenir en arrière et de lutter contre tout ce qui se passe naturellement parce qu'il y a de l'irritation. Donc plus on arrive à aplanir les choses, d'avoir quelque chose de parfait au niveau de la cornée, pour moi, mieux c'est par la suite. Et souvent, combiner du chirurgical et du médical, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour protéger les yeux des animaux. Et lorsque la pigmentation est malheureusement trop étendue ou trop ancienne, à part les applications de collyre à base de cyclosporine, est-ce que tu as des techniques chirurgicales? Je sais qu'il y a de la cryoapplication qui peut être utilisée en fait pour traiter justement cette pigmentation. Quelles sont les armes à ta disposition? Alors, on a plusieurs armes à la disposition. En effet, la cryoapplication permet en fait d'aller brûler par le froid les cellules pigmentées de la cornée qui sont souvent plus sensibles au froid que d'autres cellules au niveau de la cornée. Donc, ce qui permet de faire tomber une petite couche de pigment entre guillemets. C'est pas une technique qui va révolutionner, qui va faire évoluer l'œil au point où tout sera transparent, mais on peut gagner en tout cas une certaine partie de transparence. On sait qu'il faut le répéter, il faut le refaire régulièrement. Mais le but, c'est d'en faire le moins possible, d'avoir une transparence qui revient par la suite. Mais encore une fois, toutes ces techniques, on peut faire de la cryoapplication, on peut faire, si on veut, de la kératectomie, aller retirer les couches de la cornée qui sont atteintes, qui est peut-être une solution un peu plus agressive, mais qui peut se défendre aussi. Néanmoins, en fait, pour moi, toutes ces techniques se valent que si derrière, on arrive à avoir un traitement de fond qui est efficace et si on corrige aussi l'irritation qu'il y a à tout ça. Donc, ne pas corriger les cils qui viennent frotter sur la cornée, ne pas remplacer la qualité ou la quantité des larmes et en même temps jouer sur la pigmentation parce qu'on fait de la cryoapplication, c'est pas forcément la bonne chose. Il faut cumuler toutes les armes qu'on a à notre actif pour pouvoir redonner la transparence, même si ça paraît tard. Souvent, on arrive à faire des choses qui sont quand même assez jolies et retrouver quelque chose par la suite. Il ne faut pas forcément se dire que c'est un échec parce que c'est déjà pigmenté. Ouais, donc privilégier le traitement étiologique et ensuite affiner par rapport au traitement pour récupérer de la transparence. Exactement. Pour toi, aujourd'hui, 2024, c'est quoi l'avenir en fait du traitement de la pigmentation cornéenne? C'est un vaste sujet, mais pour toi, est-ce qu'il y a des pistes de traitement thérapeutiques, chirurgicales, qui sont prometteuses chez l'homme ou dans d'autres espèces et qui pourraient être transposées chez l'animal ou déjà en place chez l'animal et pas assez connues ou pas assez utilisées? C'est sûr pour moi, on a encore une marge d'évolution. Je te l'ai dit tout à l'heure au début de l'énoncé, ça fait partie des choses qui, dans le domaine vétérinaire, me plaisent énormément. Toute cette évolution. Je trouve qu'un des points qu'on a déjà récemment, c'est pour moi l'implant de cyclosporine qui permet d'avoir un certain traitement, en tout cas limiter le traitement par le propriétaire et qui permet d'avoir une certaine évolution de pigmentation. Mais on est loin d'avoir tous les traitements dont on voudrait avoir, et notamment, je pense à la greffe de cornée qu'on peut faire chez l'homme avec une efficacité assez surprenante chez l'homme qu'on n'a pas encore chez l'animal pour tout ça, sur lequel il y a plein de travail qui est en train de se mettre en place là-dessus. Tout comme on a encore le travail sur les cellules souches et qu'on peut du coup apporter au niveau de l'œil pour avoir une régénération cellulaire au maximum et retrouver un œil qui devient plus transparent par la suite. En tout cas, on a toute une recherche et un potentiel dans cette partie-là qui peut être vraiment intéressante dans les années à venir. Et préciser aussi que tout ce qui est fait chez l'homme ne peut pas être forcément transposé chez l'animal. Moi, j'ai en tête, en fait, je sais pas si tu te rappelles de ces sujets de présentation sur les kératoprothèses, où en fait, on mettait des cornées artificielles en lieu et place d'une cornée complètement opacifiée en partie centrale, et qui malheureusement, en fait, se soldait. En fait, moi, j'ai jamais expérimenté la technique, mais de ce que j'ai entendu, ça n'a jamais percé parce que ça finissait toujours par des énucléations. En effet, ouais. Tout n'est pas forcément transposable entre l'humain et le vétérinaire. C'est certain. Pourquoi tu m'as mordu? Mais enfin, c'est parce que tu es son dîner. Ça va pas la tête? C'est ridicule. Allons, Maurice, qu'est-ce que c'est qu'une petite morsure au fessier entre bons amis? Tiens, vas-y, grignote. Moi, il y a quelque chose qui me botte particulièrement, c'est dans le cadre des troubles de l'endothélium. En humaine, ils font de façon
hyper élégantes, des greffes d'endothélium. Je sais qu'il y a une équipe australienne, et j'ai eu la chance de rencontrer une des vétérinaires au congrès de la CVO, et on échangé sur ce sujet-là. Il y a deux vétérinaires français qui sont d'ailleurs allés en Australie pour se former à cette technique-là. Cette greffe endothéliale, pour toi, c'est quelque chose qui va être envisageable prochainement de manière routinière sur nos animaux? Alors la technique paraît encore, très difficile à mon sens, mais par contre, je pense que c'est encore une fois une évolution qui peut vraiment être très jolie par la suite et sur lequel nous, je pense qu'au niveau de la prise en charge, on est, encore des années en arrière par rapport à la prise en charge en humaine, et en tout cas la greffe d'endothélium, moi ça me fait rêver. Personnellement, je trouve que c'est techniquement quelque chose qui est très classe. Je ne sais pas si la réussite est toujours au rendez-vous, en effet, malgré ce qu'on peut. Enfin, professionnel et dépendant et forcément l'expérience aide à avoir une greffe qui sera de plus en plus jolie par la suite. Mais forcément, il faut aller dans ce sens et faire au mieux pour l'animal, avoir quelque chose qu'on puisse avoir de plus en plus transparent par la suite. C'est sûr. Pour moi, c'est un peu comme les chirurgies de cataracte, c'est-à-dire la limitation principale, c'est la fréquence de cette chirurgie-là. En nombre de cas et d'indications par année, effectivement, pour avoir un geste précis et qu'on puisse répéter à longueur d'année, il faut recruter de nombreux cas, en fait, pour moi. Et c'est vrai que c'est quand on regarde sur une année, on n'a pas forcément le nombre d'indications suffisantes pour permettre de faire ce genre de chirurgie-là. Je sais que le centre en Australie, il récupère des cas de toute Australie qui font des centaines, des milliers de kilomètres pour faire ces greffes-là dans ce centre-là. Au-delà des affections de la cornée, il y a d'autres parties de l'œil qui peuvent s'opacifier, en fait, avec le temps. On a déjà parlé en long, en large, en travers avec d'autres intervenants sur la cataracte. Quelles autres pathologies, mis à part donc la cataracte, peuvent altérer la transparence des milieux internes de l'œil? Alors l'œil, c'est vrai que c'est un milieu quand même vraiment particulier. On a la cornée qui est transparente, on a le cristallin qui est transparent. C'est quand même les 2 seuls tissus de l'organisme qui sont transparents, vraiment et puis par contre, au-delà de ça, entre la cornée et le cristallin, il y a un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse qui, elle aussi, doit être transparente et derrière ce cristallin, on a un gel qu'on appelle le vitré qui, lui aussi, doit être transparent pour que la lumière puisse rentrer dans l'œil et aller jusqu'à la rétine. On peut aussi avoir des pertes de transparence de ces 2 tissus, enfin de ces 2 liquides, autant l'humeur aqueuse par de l'inflammation. Donc, si on a de l'inflammation très marquée, on peut avoir une perte de transparence, inflammation très marquée qui peut même, dans certains cas, se caractériser par du gras, de la graisse qui rentre dans l'humeur aqueuse. Et donc, on a un effet complètement blanc qui intervient au niveau de cette humeur aqueuse. Et puis, on peut avoir aussi la même chose au niveau du vitré, avec une inflammation très marquée du vitré qui va former des floculas un petit peu blancs à l'intérieur de ce vitré. Floculas, ou alors même avoir des hémorragies sur des traumas ou des saignements qui sont actifs suite à des tumeurs ou autres au niveau de la partie postérieure de l'œil et qui finit par ces saignements masquer la transparence du vitré et faire perdre de la vision à l'animal. On n'aime pas les chiens qui aboient pour rien. Au final, ce soir, on a abordé tous ces troubles de transparence qui sont surtout centrés autour de la cornée avec de vrais enjeux, car les traitements sont malheureusement, je trouve, des fois pas tous connus, enfin connus de tous les vétérinaires. S'il y avait une chose à retenir aujourd'hui de notre échange, de conseils à donner aux vétérinaires qui nous écoutent, ça serait quoi, Olivier? S'il y avait une chose à retenir, moi je dirais qu'un œil, c'est un organe un petit peu à part entière, mais surtout très fragile et sur lequel il faut vraiment tout faire pour éviter qu'il se dégrade. Et parce que souvent, quand ça se dégrade, ça devient trop tard pour qu'on puisse revenir en arrière. Donc je dirais que pour moi, la perte de transparence en ophtalmologie est souvent une urgence. Et si c'est pas une urgence, en tout cas, ça doit être rapidement vu pour moi, un ophtalmologiste pour qu'un traitement soit le plus juste, le plus affiné possible et le plus efficace possible afin qu'on évite cette perte de transparence et qu'on revienne à l'état, si possible, le meilleur pour l'œil. Est-ce que tu penses que les vétérinaires sous-estiment souvent ces taches, que ce soit pigmentées, blanches, bleues, en fait, sur la cornée? Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir une prise en charge ou prise en compte plus rapide, on va dire, de ces cas? Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'on néglige, parce qu'on pense qu'il y a toujours le temps de revenir en arrière et de mieux gérer pour tout ça. Mais malheureusement, revenir en arrière, c'est toujours plus compliqué que éviter que ça se dégrade. Et sur l'œil, je pense que c'est un des tissus sur lequel c'est le plus compliqué pour moi à revenir sur quelque chose de normal. Et donc, on néglige trop souvent cette perte de transparence. Et il faut, pour moi, intervenir souvent beaucoup plus tôt que ce qu'on peut faire actuellement. Et surtout, en fait, moi, ce que je dis aussi, c'est qu'on ignore un petit peu les conséquences fonctionnelles pour l'animal, sauf quand le propriétaire arrive et qu'il dit, bah, il se cogne dans les murs. Malheureusement, je suis désolé, moi, je fais de l'ophtalmologie, je ne vends pas de cierge pour récupérer une vision qui est malheureusement perdue parce que ça a été pris en charge trop tardivement.
Nous sommes d'accord là-dessus. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que quand je contacte les vétérinaires, là, on a eu un cycle pas mal, hein, avec cette saison-là, avec des vétérinaires nord-américains, avec des pathologies vraiment particulières ou des répartitions de fréquences plus importantes. Là, tu es le premier vétérinaire dans l'hémisphère sud. Est-ce que toi, sur l'île de la Réunion, tu as des pathologies en ophtalmologie qui sont particulières, soit qu'on retrouve plus fréquemment à la Réunion, ou soit qu'on retrouve uniquement à la Réunion par rapport à la métropole? Alors non, malheureusement, j'ai pas de pathologie unique à La Réunion qu'on n'a pas en métropole. J'ai pas non plus les mêmes pathologies tropicales qu'on peut avoir décrites en Amérique du Nord. Mais par contre, ce qu'on va avoir beaucoup plus comme affection, c'est des affections qui sont liées au soleil. Notamment, je pense à tout ce qui est tumeurs de type carcinome épidermoïde au niveau des paupières, qui sont assez fréquentes chez nous, et même au niveau des cornées, qu'on retrouve assez fréquemment, ou les masses de type hémangiosarcome au niveau des paupières, troisième paupière, ou encore une fois au niveau de la cornée, qui pour moi sont en fréquence beaucoup plus élevée que ce qu'on peut avoir en métropole. Et toujours la même question à la fin des interventions. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote à nous raconter après plus de 15 ans de pratique de vétérinaire et d'ophtalmologie vétérinaire? Alors moi, je vais avoir une anecdote, pas forcément une anecdote, mais en tout cas, ce qu'on disait depuis le début, c'est la beauté qu'on peut avoir dans notre milieu vétérinaire ophtalmologique. Euh, j'ai toujours ce souvenir en tête d'avoir été opéré dans les Hauts de la Réunion sur une magnifique prairie autour de moi, faire une chirurgie de cornée sur une jument qui avait justement en fait un carcinome épidermoïde sur la cornée. Et donc on est allé retirer le morceau de cornée. Donc ça remonte à quelques années déjà. À l'époque, je couchais les juments pour retirer la cornée. C'était un soir, enfin c'était une fin d'après-midi. Je venais de faire la chirurgie, content de ce que j'avais fait sur l'œil. La jument se réveille, le soleil se couche en même temps. Sur à ce moment-là, le soleil se couche avec les reflets sur la mer, la prairie, et on voit les cocotiers et les palmiers autour de moi. Et je me suis dit, waouh, mais que c'est beau parce que l'œil était beau et j'étais très content de ce que j'avais pu faire sur l'œil, que c'est beau parce qu'une jument qui se relève, je trouve que c'est un animal qui est magnifique. Et j'adore ce métier-là aussi pour ça. Et puis la beauté du monde qui nous entoure est toute magnifique aussi. Eh ben, merci pour cette magnifique conclusion. Ça fait plaisir. Olivier, un très grand merci pour avoir accepté l'invitation dans ce podcast. Je savais que ça allait être un moment super agréable avec toi et ça a été confirmé. Merci pour la clarté de tes énoncés. Et puis, comme d'habitude, c'est un grand plaisir de passer du temps avec toi. Et je te dis à très bientôt. Et le plaisir est partagé. Merci à toi aussi. Aujourd'hui, on a vu avec Olivier Thomas que l'œil de son animal peut perdre sa transparence. La cornée est le hublot de l'œil. Elle est transparente car composée de fibres de collagène parallèles entre elles, avec peu de cellules et aucun vaisseau. Ce sont les larmes qui nourrissent la cornée. Deux couches étanches entourent la cornée, c'est l'épithélium et l'endothélium, qui prennent en sandwich le stroma cornéen, qui lui est hydrophile. Lors de rupture de la surface cornéenne ou de la couche la plus interne de la cornée, cette dernière va gonfler par hyperhydratation et devenir bleue. C'est ce qu'on appelle l'œdème de cornée. Des pigmentations mélaniques pourront également recouvrir la surface cornéenne suite à des cicatrisations ou des irritations chroniques dans les races prédisposées comme les brachycéphales ou des phénomènes nécrotiques comme le séquestre cornéen que l'on retrouve chez le chat. Des dépôts blanchâtres microcristallins pourront également survenir dans le stroma cornéen, particulièrement chez le chien, dans des races prédisposées. Il convient de réaliser un examen ophtalmologique complet et attentif permettant d'apprécier la quantité et la qualité de la sécrétion lacrymale, la stabilité de la statique palpébrale, la pression intraoculaire, et lorsque la cornée est totalement opacifiée, il faut recourir à l'échographie transcornéenne avec si possible une sonde linéaire à haute fréquence que l'on appliquera sur l'œil après avoir instillé des anesthésiques topiques. Cette étape est essentielle afin d'objectiver l'état des tissus endoculaires qui peuvent être le siège de réactions inflammatoires ou néoplasiques et ainsi proposer le meilleur traitement pour l'animal. Le traitement des troubles de la transparence pourra mettre en œuvre des traitements topiques pour réduire l'inflammation, augmenter la sécrétion lacrymale ou compléter la sécrétion lacrymale. Et bien sûr en traitant le problème initial. Certaines corrections chirurgicales pourront s'avérer nécessaires pour combler les ulcères, modifier la statique palpébrale ou réduire simplement l'ouverture de la fente palpébrale. Des techniques récentes permettront de réduire la pigmentation au long terme, comme avec la cryoapplication, la pose d'implants de cyclosporine et le recours aux cellules souches, qui est toujours en cours d'investigation chez le chien, mais qui a déjà fait ses preuves chez le cheval. Lors de dégénérescence endothéliale, de nouvelles techniques sont désormais disponibles pour limiter le phénomène et améliorer la transparence. En synthèse, changement d'aspect et de transparence de la cornée doit éveiller le doute chez les propriétaires, encore plus si l'animal présente de la douleur. En effet, la vitesse de prise en charge conditionnera la possibilité de récupérer de la transparence et donc de la vision. On continue notre tour du monde de vétérinaire ophtalmologue avec le mois prochain le docteur Lionel Sebag qui nous parlera plus en détail du syndrome oculaire des brachycéphales, une pathologie fréquente et fortement sous-évaluée.
Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'Œil au Clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.